Bienvenue à Siam El-Hida. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, Rachid. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et ex-candidate à la présidence de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Beaucoup d'actu aujourd'hui, Sia, pour un débat prometteur avec vous, qui avait été candidate donc à la présidence de la CGM. On est curieux de savoir ce que vous pensez justement des premiers mois d'installation, de mise en place de l'organisation patronale avec la nouvelle équipe, un nouveau président, de l'atmosphère économique et sociale aussi, donc en clair de la conjoncture économique. Ce qui fait l'actu, la grosse actu, c'est le projet de loi de finances 2019. Voilà. Belle actu de rentrée. Belle actu, c'est extrêmement chargé, donc on verra aussi un petit peu ce que vous en pensez. Et un mot aussi, parce que je pense que c'est important, et ça figurait d'ailleurs dans le programme, dans votre programme, lorsque vous étiez en campagne pour la présidence de la CGM, c'est la réforme de la formation professionnelle. Qui est un véritable sujet. Véritable sujet, ça sera sujet à débat aussi. Et parce que des propositions, suggestions devraient être remises aux souverains dans les prochains jours. Oui, oui, en principe, effectivement, nous les attendons incessamment sous peu. Incessamment sous peu. On va peut-être démarrer sur Siam El-Hida. Content de vous voir, de vous revoir. Merci. Vous n'aviez pas disparu. Vous êtes Absolument toujours là. Pas. Absolument pas. Par définition, un chef d'entreprise reste toujours actif et à la tête de son entreprise et avec tous les sujets qu'on a adressés chaque jour. Vous en faites pas, depuis la campagne, on a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à adresser. Beaucoup de choses à faire. Vous êtes toujours en contact avec Hakim Akchi, parce que je rappelle, vous étiez... Oui, bien sûr. Ouais. Hakim, d'abord, est un ami de longue date. Et bien sûr, tous les gens qui sont des militants anciens à la CGM, nous sommes toujours en contact, bien sûr. Donc vous le voyez régulièrement? Oui, café, absolument. Prendre un thé. Oui. Et puis on a toujours l'occasion de débattre, d'échanger. Ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Hakim, c'est qu'il est extrêmement riche en sujets et qu'on a toujours l'occasion et on a beaucoup de choses à échanger. Puis il y a beaucoup d'actualités qui concernent aussi la CGM en plus, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Oui, effectivement, une rentrée, on va dire plutôt mouvementée. Plutôt mouvementée. Bah, oui, je pense qu'en tant que membre, alors juste, je tiens à préciser aujourd'hui, dans mes responsabilités à la CGM, elles se limitent à celles d'administrateur, donc je suis restée membre du conseil d'administration. Je ne suis pas active dans une quelconque commission, mais reste active au sein du conseil, donc dans la gouvernance de la CGM. Donc pour vous, c'était important de toute façon de rester membre du conseil d'administration et de l'organisation patronale? Écoutez, il faut rester cohérent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été élu qu'on ne reste pas engagé au sein de la CGM. Nous sommes d'abord dans un acte d'engagement pour la CGM, pour le patronat marocain, quel que soit le président ou la présidente élue à la tête de la confédération. Donc ça ne change pas. D'accord. Et quand vous faisiez référence, en tout cas vous avez employé le qualificatif de rentrée mouvementée pour l'organisation patronale. Mouvementé, je pense que vous lisez aussi bien que moi les journaux et la presse et vous êtes au fait de ce qui se passe et qui est un peu regrettable dans la manière dont ça se produit au niveau de la Chambre des conseillers, mais c'est un fait et il faut espérer que la situation se dénoue dans les meilleures conditions. Vous faites référence à Naïla Tézi qui a été remplacée par Mohamed Soueli. Oui. Il y a un communiqué d'ailleurs qui est sorti. Oui, mais il y a beaucoup d'écrits et de communiqués et d'échanges qui sont sortis à ce propos-là, donc... c'est assez, c'est assez atypique et je n'ai pas mémoire dans l'histoire de la CGEM que les choses se passent ainsi. Mais c'est pour ça qu'il faut espérer que la gouvernance soit bien menée, soit transparente, soit claire, soit bien structurée, soit respectueuse des règles de gouvernance également. Et pourquoi vous avez des doutes, des craintes là-dessus ? Non, pas de doute, pas de crainte en particulier, juste des constats. Donc nous sommes en attente, on est un certain nombre les membres du conseil d'administration ou les adhérents de la CGM, on est en attente d'une situation qui soit claire et plus apaisée et plus sereine pour qu'on puisse pour que la CGM puisse se consacrer à ce qui est attendu d'elle, à savoir prendre les dossiers à bras-le-corps et les traiter. Juste une dernière petite question, est-ce que le communiqué justement qu'a adressé la Confédération Générale des Entreprises du Maroc hier et son groupe à la Chambre des conseillers sur le cas, en tout cas sur ce qui s'est passé, le remplacement de Naïla Tézi par Mohamed Soueli, pour vous est-ce qu'il est clair et il scelle une bonne fois pour toutes le dossier ou l'affaire? Vous savez, je n'ai pas suivi de près ce sujet, n'étant pas moi-même concernée directement, donc il m'est difficile de me prononcer sur ça, sur le niveau de clarté, ou sur la position des uns et des autres. Donc pour vous, c'est...
m'est difficile de me prononcer sur ce sujet. D'accord. Donc on va aller sur le patronat et sur l'atmosphère ambiante aussi, parce que vous êtes membre, partie prenante du patronat, engagement citoyen avant tout, bien sûr, ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc voilà, vous faites partie de ceux qui sont plutôt dans le camp des voix VOX de Moulay Hafel Alami qui dit il y en a marre de ceux qui pleurent, il y en a marre de ceux qui se plaignent, tout ne va pas si mal. Voilà, et il faut arrêter de se mettre la corde au cou et la serrer. Ou plutôt de ceux qui disent ouais, effectivement, certaines morosités, conjoncture difficile, c'est compliqué. On a besoin d'avoir de la visibilité, on n'en a plus, voilà. Même si je ne veux pas réduire ça à deux camps, hein, mais bon. Effectivement, vous êtes entre les deux. J'allais vous répondre. Non, pas entre les deux, mais je ne suis pas dans un camp spécifique. Je suis patron d'entreprise au même titre que d'autres patrons. Et c'est vrai que la situation est complexe, comme vous le savez, la conjoncture économique est complexe et on ne peut pas parler de blanc ou de noir. On ne peut pas dire et affirmer de go que les entreprises sont tirées d'affaire et que la situation est, voilà, que nous avons de la visibilité. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas non plus dire que nous sommes dans une morosité telle que les entreprises ne se développent pas et qu'il n'y a pas aujourd'hui d'effort de la part du gouvernement ou de l'État pour que les choses se débloquent. Donc, la situation est complexe et je ne pense pas qu'il faille dire que c'est tout blanc ou tout noir. C'est ni noir ni blanc en fait, c'est gris clair ou gris foncé pour vous? Je dirais c'est du gris foncé. C'est du gris foncé pour vous? C'est une conséquence de quoi? Écoutez, pourquoi la rentrée 2018 est plus compliquée et plus morose que la précédente ou... Déjà, on a une rentrée économique et on a un fait marquant de la rentrée économique et qui a donné le ton et l'orientation de cette rentrée économique. Ce sont les deux discours qui ont été faits par Sa Majesté et dans lesquels, très clairement, on soulève deux problématiques sur lesquelles on a mis le doigt et qui marquent notre rentrée. La première chose, c'est par rapport au problème social. Il y a un problème social qu'on savait, mais en même temps, on espère qu'à l'issue de ces discours de Sa Majesté, justement, le patronat, le monde économique et le monde politique vont réellement se mobiliser pour résorber le problème de la jeunesse, pour résorber aussi une autre problématique sociale qui est un pan de la population économique, tel que les indépendants par exemple, qui n'ont pas de couverture ni sociale, ni médicale, ni retraite, etc. Donc on a un pan de la société et une problématique sociale de fond qui est à adresser. Et puis il y a aussi une autre problématique qui marque notre rentrée et qui est en plus d'actualité aujourd'hui avec le projet de loi de finances et avec les mesures qu'on attend et qu'on espère, c'est que les entreprises ont besoin d'être payées et d'être payées en temps et en heure. Donc là, vous faites référence au fameux dossier de délai de paiement. Exact. Et il y a des engagements, une série d'engagements qui ont été pris par Mohamed Benchaboun. Exact. Suffisant, pas suffisant pour vous? Je dirais, si vous faites allusion à quoi? Vous faites allusion au rachat de crédit TVA, oui, entre autres, notamment. Bon, vous avez d'ailleurs, Mohamed Benchamoun, sur les 40 milliards de dirhams crédit TVA, déjà les 20 milliards ont été remboursés à l'OCP. L'OCP, c'est à peu près 50%. C'est l'un des premiers pourvoyeurs de l'État, l'un des premiers clients avec lequel le secteur privé travaille. Donc ça, c'était effectivement, on était au bord de l'étouffement et je sais par ailleurs qu'il y a des efforts énormes qui sont faits en ce moment à l'OCP pour réduire les délais de paiement, pour maîtriser tout cela, pour fluidifier, pour désengorger. Mais effectivement, ces deux sujets qui sont notre rentrée économique, aujourd'hui, nous avons besoin, et cela va de soi, qu'on arrive au constat qui est de l'urgence même d'agir sur ces sujets-là pour la rentrée. Donc nous, chefs d'entreprise, on est particulièrement sensibles à ces questions. Donc là, vous considérez que Mohamed Benchaboun a quand même secoué un peu le cocotier, à la fois sur le remboursement crédit TVA et à la fois, c'est intimement lié d'ailleurs, au délai de paiement. Bien sûr, il y a une avancée. Alors alors pas sur tous les sujets qui sont attendus par les chefs d'entreprise, mais en tous les cas, il y a une avancée. Ne serait-ce que le remboursement de la TVA trop perçu par l'État fait que quand même, on a quand même une manne de l'ordre de 40 milliards de dirhams qui vont être en circulation. Donc on peut espérer que ça va donner une bouffée d'oxygène aux chefs d'entreprise, ça va leur permettre... l'argent frais en fait qui va être injecté dans l'économie, ça va un petit peu... Bien sûr, et puis même que les chefs d'entreprise puissent eux aussi recontracter avec les banques, etc. Enfin, en tout cas, que ça relance et que ça redynamise. Mettre de l'huile un peu dans la mécanique. On en a besoin. Mais en même temps, à Sam Nihida, il y a
l'argent débloqué par l'État, l'argent de l'État, c'est l'argent public, c'est notre argent. L'État qui a aussi ce souci le souci principal de l'appeler Jouari, le gouverneur de la Banque centrale, c'est le maintien du cadre macroéconomique. Et quand l'État débourse de l'argent, s'il n'a pas de recettes, c'est un peu compliqué, il y a un déséquilibre de son budget. Oui. Donc l'argent qui a été débloqué, ne serait-ce que pour l'OCP, les 20 milliards de dirhams, ce qui va être débloqué aussi par la suite, ça va être quid au niveau du budget de l'État. C'est impactant au niveau du budget de l'État, mais on attend que l'État joue aussi son rôle régalien à un moment donné et que l'État joue pleinement son rôle pour apporter de l'oxygène à l'économie lorsque les opérateurs économiques crient à l'asphyxie. Voilà. Donc pour moi, la responsabilité aujourd'hui de l'État et du gouvernement et du ministre de l'économie et des finances, c'était la priorité à l'économie. Peu importe ensuite les finances publiques, on gérera comme on peut gérer. Je pense qu'à un moment donné, il faut que chaque partie prenante joue pleinement son rôle et assume pleinement ses responsabilités. Et ce qu'on attend de l'État, c'est effectivement de donner un souffle et de permettre au pan de l'économie de respirer de nouveau, de trouver les mesures, d'avoir un programme économique. Ça, c'est pour ce qui interpelle le gouvernement. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Voilà. Donc, bien sûr, on en attend. Pour vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que représentant du patronat, citoyen engagé au niveau de l'organisation patronale, les déficits de l'État, la dette publique, la dette souveraine, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous prêtez attention ou pas? Parce que c'est un petit peu ça aussi l'enjeu. L'État, s'il n'a pas les sous, qui débloque des sous, qui dépense des sous, il va falloir qu'il sollicite un emprunt, de la dette avec l'argent qui coûte cher, et qui pèse sur les générations. Forcément, ce n'est pas un cercle vertueux dans le sens où... Mais en même temps, je me mets à la place, j'essaie de me mettre à la place de n'importe quel chef d'entreprise à la tête d'une PME. On a des problématiques très pragmatiques, concrètes. Et donc, pour nous, chefs d'entreprise, on attend de l'État de résorber un certain nombre de situations, d'agir. Effectivement, ça risque de peser, et ça va peser certainement sur la dette de l'État, mais sur le budget notamment aussi de l'État, mais... On n'a pas d'autre choix. A-t-on d'autres choix? A-t-on d'autres alternatives? Trouver des nouvelles ressources financières. Voilà. A-t-on d'autres alternatives que celles d'un État qui peut jouer pleinement son rôle régalien et qui peut impulser pour faire en sorte que les entreprises soient davantage motrices, pour faire en sorte d'encourager l'investissement, pour faire en sorte d'encourager l'innovation, pour faire en sorte d'aider aux exportations. Enfin, ensuite, on peut s'engager dans une spirale plus vertueuse. Mais à un moment donné, il faut bien commencer par quelque chose. Il faut prendre position, en fait, il faut choisir. Trancher. Oui, il faut trancher. Il faut absolument trancher. Les entreprises sont arrivées à une situation où on a le sentiment que les limites sont repoussées en permanence et qu'on est arrivé à un stade où on ne peut plus continuer à repousser ces limites-là. Voilà. C'était l'asphyxie en fait, cette rentrée, c'était le point noir, c'était la ligne rouge qui a été franchie, c'était l'asphyxie. À différents niveaux, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social également. Je pense que les deux pans de nos préoccupations et de cette rentrée Et là, en l'occurrence, les deux pans étaient équilibrés. C'est ça? On peut dire ça? Ils sont tout aussi importants l'un que l'autre. Je demande donc à Sabine Hida sur le projet de loi de finances 2019. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeante, est-ce qu'il répond à toutes vos attentes, aspirations? Est-ce que, je me rappelle du programme que vous portiez lorsque vous étiez candidate avec Hakim Barachi à la tête de la CGM, c'était libérer l'entreprise. Est-ce que ce projet de loi de finances 2019 qui a été présenté par Mohamed Ben Chamoun, qui va être amendé puisqu'il y a des débats parlementaires, va permettre de libérer l'entreprise? Partiellement. Alors, c'est sûr que pour les entreprises qui font un bénéfice inférieur à 1 million de dirhams, de faire passer la TVA de 20% à 17,5%, c'est une nouvelle avancée. Vous applaudissez, c'est important, bien sûr, c'est important. C'est important pour la TPE, pour la PME. C'est important de soulager la fiscalité des entreprises. Mais c'est sûr que d'un autre côté, il y a aussi le fameux impôt sur la solidarité de 2,5%. Le retour de la contribution. Exact. Alors, là, vous êtes moins contente? Bien sûr qu'on est moins content. On est moins content. De contribuer au financement de la paix sociale. Alors, en même temps, on peut entendre, forcément, quand on est patron d'entreprise, on est moins content. Mais on peut comprendre. On peut comprendre qu'on mette à contribution les entreprises dans le sens de la solidarité. Why not? Par contre, à mon sens, et je pense que c'est aussi partagé par un certain nombre de patrons d'entreprises, il ne faudra pas que ça dure éternellement. Vous savez, il faut vraiment distinguer ce que peuvent être des mesures
conjoncturelles à un moment donné qui font du sens et qui ont un intérêt économique pour aider à faire passer les choses et à passer à notre cap, c'est une chose. Il ne faut pas que ce soit des mesures durables et qui deviennent structurellement et là, on n'a pas d'infos là-dessus. On sait si ça s'inscrit dans la durée ou si c'est ponctuel pour à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'une durée déterminée, prédéfinie. En tout cas, c'est prévu pour 2019. Donc, vous êtes prêt à accuser le coup, à serrer les dents pour 2019, à mettre la main à la poche. Écoutez, il le faudra. Ouais. Avons-nous le choix? Non, je ne pense pas trop, à moins qu'on continue à essayer de faire levier, mais nous sommes quand même sur des délais. 2019, c'est déjà demain. Complètement. On y est déjà. Mais quand vous me posiez la question si le projet de loi de finances répondait totalement aux préoccupations des dirigeants, je vous ai dit partiellement. Si vous vous souvenez, on parlait souvent de... il y a un sujet dont on parle depuis longtemps et qui ne figure toujours pas dans cette future loi de finances, qui est celui du crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour la recherche, crédit d'impôt pour les investissements, pour accompagner les investissements ou favoriser les investissements. Comment peut-on réinsuffler une nouvelle dynamique ou encourager l'investissement s'il n'y a pas de mesures fiscales qui encouragent et qui aident et qui soutiennent? Comment peut-on encourager les entreprises marocaines à innover? Et Dieu sait que vous savez parfaitement que les entreprises, pour que notre pan de l'économie continue à se développer, on a besoin d'innover, on a besoin de développer la recherche et le développement, on a besoin d'encourager la créativité ou de permettre ou de faciliter la créativité. Ce sont des mesures qui existent dans un certain nombre de pays, mais qui ne sont toujours pas appliquées chez nous. Est-ce que la conjoncture se prête ou se prêtait à ça? Samhida, pour Mohamed Ben Chaboun, c'est-à-dire déjà la marge de manœuvre qui était la sienne était extrêmement réduite, comme vous pouvez l'imaginer, vous le savez mieux que moi. Donc de se dire, me lancer dans le crédit impôt, histoire effectivement d'encourager l'investissement qui est nécessaire, l'innovation ou la recherche et développement, tout en réduisant un petit peu l'imposition et la pression fiscale sur les entreprises en échange. Est-ce que la conjoncture s'y prêtait? Nous, en tous les cas, chefs d'entreprise, oui, vous aspiriez à ça. Ouais. Absolument. Mais il faut attendre peut-être des jours meilleurs, non? Au niveau des finances publiques, de la conjoncture économique, du climat social. Et ensuite, on pourra peut-être réfléchir au crédit d'impôt, non? Je ne sais pas. On en a besoin. Ouais, on en a besoin. Et ça veut dire que l'entreprise aujourd'hui, pour faire de l'innovation et de la recherche et développement, si elle n'a pas un geste, si l'État ne fait pas un geste, elle ne le fait pas? Ou elle fait? C'est pas qu'elle ne le fait pas, mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Il faut encourager. Il faut pouvoir encourager. Et aujourd'hui, les entreprises sont structurellement, alors là par contre ce n'est pas conjoncturel, sont structurellement embourbées dans d'autres problématiques qui sont liées au délai de paiement, liées à la fiscalité, au poids de la fiscalité, etc. Et donc les mesures qui vont leur favoriser leur développement sur d'autres pans, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un environnement qui bouge tellement vite qu'il faut que nos entreprises aient la capacité à être aussi agiles. Et je ne vois pas comment, si on n'a pas de mesures qui aident l'investissement ou qui aident l'innovation ou la créativité, enfin l'innovation surtout et la recherche et développement, comment peut-on encourager la PME? Et la mesure qui a été prise vis-à-vis des CRI, transformation un petit peu des centres régionaux d'investissement, pour faciliter l'acte d'investir et réduire toutes les tracasseries administratives et autres, non, c'est pas un premier pas? C'est un premier pas, mais il faut en voir les effets et quand bénéficierons-nous de ces effets? Il faut être patient ou quand on est dirigeant d'entreprise comme vous, on est hyper méga impatient? C'est pas de l'impatience, c'est une réalité économique à laquelle on est confronté quotidiennement. On a une réalité, le temps, l'espace-temps d'un patron d'entreprise n'est pas celui d'un politique. Et sur le sujet, le monde de l'entreprise aussi, on voit aussi qu'il y a plusieurs visages aussi de l'entreprise. L'entreprise qui est citoyenne, qui s'acquitte de ses impôts, qui déclare ses salariés, et l'entreprise qui se déclare en faillite régulièrement d'année en année, ou qui essaie de passer entre les gouttes pour ne pas s'acquitter de son impôt sur les sociétés. On a plus qu'une crainte, ce n'est pas qu'une crainte. Enfin, on a des craintes qui sont fondées. Les études qui ont été menées, notamment la dernière étude qui a été menée par la CGEM sur l'informel, qui a été menée au printemps dernier, enfin en début d'année dernière, elle montre très clairement que le poids de la fiscalité, l'environnement réglementaire notamment, et le poids de l'administration aussi,
fait qu'on a un certain nombre d'entreprises, et surtout les TPE et les PME, qui risquent et qui sont en train de basculer dans l'informel. Parce qu'on a des contraintes telles, ces entreprises ont de telles contraintes qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de mesures radicales et fortes pour rechanger de braquet, on a un pan de l'économie qui est en train de tomber dans l'informel. Là, on n'y arrive pas parce que ça fait des années qu'on dit voilà, on va mettre en place des mesures pour le basculement et mettre en place cette passerelle du formel à l'informel, de l'informel au formel, et on a du mal, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais vous savez très bien que les leviers, c'est la fiscalité, la réglementation, l'environnement, l'administration. Enfin, oui, mais ça, c'est des gros chantiers. Ce sont des chantiers de fond. Vous auriez souhaité que Mohamed Benchamoun prenne ça à bras le corps et s'attaque à ça. Disons que je pense que le ministre qui a pris ses fonctions récemment, donc les a pris aussi dans une rentrée économique particulièrement importante, qu'il y a d'abord ce sujet de la loi de finances à faire passer et à entériner. Mais je pense que cela fera partie des sujets importants et des sujets qui seront traités aussi bien dans des plateformes mixtes, CGEM, gouvernement, parce que ce n'est pas que du ressort de Mohamed Benchamoun seul. Enfin, c'est un vrai sujet, c'est un sujet national. D'ailleurs, il y a les assises de la fiscalité qui sont prévues en mars prochain. Possible. C'est ce qu'on m'a dit au printemps prochain. Donc ça veut dire, est-ce que ça aussi en marge de la loi de finances? Parce que la loi de finances, c'est un événement, c'est un élément, mais il y a aussi plein de choses à côté. Et voilà, est-ce que les assises, pour vous, les nouvelles assises de la fiscalité en 2019 peuvent permettre justement d'aller sur ce terrain-là? Et d'aller aussi, parce que vous avez parlé de l'IS, même si vous avez vu comme moi qu'il y avait des rumeurs qui faisaient état d'un IS à 32%, donc une augmentation d'un point. Oui. Et en fait, le gouvernement s'est ravisé, ou se serait ravisé. Il l'a laissé à 31%. Oui. Donc ça, c'était courageux, c'est bien. Raisonnable. C'est raisonnable. Et sur l'IR, il n'a pas touché l'IR, y compris sur les bas salaires, sur les... Non. Du tout. Et là, ça reste une préoccupation. Bien sûr que ça reste une préoccupation. Vous savez, vous avez des pans de la société, pour lesquels, si on ne fait pas bouger les lignes de manière sérieuse et drastique, la problématique ne pourra que continuer à s'accentuer. On a évoqué tout à l'heure la rentrée économique dans laquelle nous sommes. Mais il faut dire que cette rentrée économique, on la voyait venir. C'était prévisible. Attendez, le rapport de la Banque mondiale qui est sorti fin 2017, le rapport de l'OCDE qui a précédé également, il montrait très très clairement les 5 points, les différents points de vulnérabilité qu'a le Maroc. Et alors je me les suis renotés, j'ai relu un peu avant de se voir. Il y avait un premier point qui était celui de la soutenabilité économique, un deuxième qui est celui de la visibilité financière. On n'est pas en train de réinventer la roue, de découvrir la problématique. La problématique, nous la voyons venir. Les organismes internationaux nous les ont signalés, nous ont alertés. Le besoin d'investissement dans les infrastructures de qualité, le changement climatique, bien sûr, avec toute la sensibilité et la vulnérabilité du Maroc par rapport, et la stabilité des territoires et la stabilité sociale. Donc, nous ne découvrons pas ces sujets, et c'est pour ça que cette rentrée et l'éclairage dans lequel nous sommes aujourd'hui sur ces sujets-là deviennent plus focaux, plus que jamais. Et sur le pouvoir d'achat, parce que pour vous, c'est en tant que vous êtes chef d'entreprise, je rappelle, membre actif au niveau du patronat, est-ce que vous avez notamment, aussi le souci de se dire, voilà, il y a une détérioration aussi chiffrée du pouvoir d'achat des Marocaines et des Marocains, ne serait-ce que sur ces dernières années? Est-ce que là aussi, il y avait un levier aussi à actionner pour permettre aussi de redonner un peu de pouvoir d'achat, parce que la dernière nouvelle, c'est l'augmentation des prix des carburants, donc ça veut dire destruction de pouvoir d'achat. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Donc, voilà, j'ai un exemple concret, voilà, l'augmentation des prix du carburant. Comment peut-on espérer pouvoir améliorer le pouvoir d'achat du citoyen si d'un côté on a une spirale inflationniste ou non maîtrisée de certains fondamentaux de la consommation. Voilà. Donc pour vous, mais est-ce qu'il y a un levier, est-ce qu'il y avait des leviers possibles à actionner pour rebooster un petit peu le pouvoir d'achat et redonner confiance aux consommateurs en la matière? Je pense qu'il faut continuer à prendre des décisions courageuses et volontaristes. Si on veut effectivement pouvoir, répondre aux aspirations des citoyens. Nous, en tant que patrons d'entreprise ou en tant que représentants de la société civile ou économique, nous sommes en attente de décisions à prendre, qui soient courageuses, volontaristes. On est également, fin 2018, on a la perspective des élections de 2020. Alors là, je vais reprendre ma casquette de chef d'entreprise. Légitimement, on se pose la question aussi si le gouvernement a un programme et une vision économique
Et quelle est-elle? Enfin, on est à l'écoute. Parce que vous ne la voyez pas, en fait. Parce qu'on ne la voit pas et parce on manque toujours de visibilité. On est toujours sur les fondamentaux. Contexte actuel aussi, où il y a une réflexion plus globale du modèle de développement, ce qu'avait demandé le souverain il y a un an, d'ailleurs, dans son précédent discours, au mois d'octobre 2017. Donc là, il y a une commission qui va être créée, qui va réfléchir là-dessus, qui va faire ses propositions dans les 3 mois. Mais si on reste dans le domaine économique, parce que c'est votre domaine de prédilection et champ d'expertise, le développement, ça veut dire qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que quand on dit, est-ce qu'il faut qu'on aille sur une économie basée sur l'offre et sur la production? Est-ce qu'on va sur une économie basée sur la demande? Voilà, parce qu'on a un peu de mal d'un point de vue économique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut une économie un peu low cost, un peu sur le modèle un peu singé à la chinoise? Est-ce qu'on veut un bassin de consommateurs, donc mettre l'accent sur le pouvoir d'achat et d'avoir des gens qui consomment? Et puisque notre croissance économique repose essentiellement sur la demande interne, donc sur la consommation et sur le crédit. Est-ce que là-dessus, vous avez, vous, un penchant? Alors, de mon point de vue, on a d'abord besoin d'abord d'une stratégie économique et d'une cohérence entre les politiques publiques. Très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le bilan qui a pu être fait des politiques publiques qui ont été menées ces dernières années ont très clairement montré que ces politiques ont été menées en silo, sans forcément de cohérence les unes entre elles. La deuxième chose, c'est qu'on a des stratégies économiques ou des stratégies sectorielles qui ont été définies, et ce n'est pas Assia Ibn Hida qui le dit. Les études, la Banque mondiale qu'on a citées tout à l'heure, ont mis l'accent aussi dessus. On a eu de très belles stratégies qui ont été définies. Par contre, dans leur déploiement, dans leur implémentation jusqu'au plus bas niveau, pour que le terrain et que l'économie locale en bénéficie, enfin, il y a un gap encore énormissime. Il y a un gap énorme. Donc, déjà, commençons par certains grands fondamentaux. La mise en cohérence entre les politiques publiques et l'implémentation jusqu'au plus bas niveau. La deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi d'une économie, et vous connaissez un peu ma position, on a suffisamment communiqué dessus quand on était pendant la campagne à la CGEM, à la présidence de la CGEM, d'une économie qui libéralise ou qui favorise la libéralisation des entreprises. On a besoin de ça, on a besoin de mesures qui favorisent la production, on a besoin de mesures qui favorisent l'exportation. Aujourd'hui, on a une économie qui a faible valeur ajoutée, qui crée et qui génère peu de valeur ajoutée. Et vous le savez très bien. Et peu d'emplois aussi, matière de valeur ajoutée, complètement. Si on ne... D'accord, driver les investissements, c'est une chose. Exporter, on a besoin de pouvoir favoriser les exportations. On se spécialise dans quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fabrique? Est-ce qu'on continue à fabriquer des voitures? On met tout sur la voiture et sur l'automobile? Apparemment, c'est le secteur, d'ailleurs. Alors, qui dit, voilà, nous, ça fonctionne. Il y a les implantations, les investissements quasiment tous les 3 jours. Ça booste, voilà, les 5 milliards du RAM de chiffre d'affaires, on va les faire, voilà. Je discutais il n'y a pas longtemps de ça avec un économiste de renom qui me disait, le besoin du Maroc, il est de se spécialiser et d'ancrer ses stratégies sectorielles sur là où vous êtes bon, et non pas d'essayer de tout faire, et d'avoir une stratégie multisectorielle dans lesquelles vous vous dispersez. Parce que le sens de l'histoire a montré que dans les autres pays qui ont fait des bons économiques assez importants, ils ont réussi à se concentrer là où nous sommes bons. Donc à un moment donné, effectivement, le Maroc a une position très compétitive au niveau de l'industrie aéronautique, au niveau du secteur automobile, etc., qui eux-mêmes génèrent des écosystèmes autour d'eux. C'est une excellente chose. Est-ce que c'est ça la voie du futur? Pourquoi pas, sur laquelle il faut continuer à progresser, mais on ne peut pas continuer à se disperser ou avoir la prétention, parce que ou l'illusion que nous pouvons gagner des points de croissance en nous dispersant avec une stratégie sectorielle, multisectorielle. Ce n'est pas faisable. Et ça ne répond pas et ça n'adressera pas forcément aussi la problématique des besoins de montée en compétences et de formation de nos jeunes. Sur lequel on va revenir sur le champ de formation, mais parce que la priorité des priorités aussi au niveau social, c'est la lutte contre le chômage. Parce qu'on a une croissance aussi, un chômage de masse, un stock qui ne faiblit pas, qui grossit de chômeurs, et puis des arrivées aussi annuelles importantes qui gonflent les chiffres du chômage et le chômage des jeunes en particulier. Quand on a ça comme réalité, comme contrainte, comme problématique, c'est-à-dire le chômage, un chômage important, qui avait été soulevé d'ailleurs dans les rapports internationaux, qu'est-ce qu'on met en face comme modèle? Parce que ça veut dire j'ai des bras, force de travail, comme on dit dans le jargon, en même temps j'ai une économie qui produit peu, ou pas suffisamment. Si je bascule le modèle, je bascule sur un modèle qui produit beaucoup, à faible coût de main-d'œuvre, voilà. Est-ce que j'aligne ça comme modèle? J'essaie
Parce que je me dis, il faut trancher. Nous, on a une culture, on a un rapport au travail aussi qui est un peu compliqué. On n'est pas super vaillant, on n'est pas reconnu comme tel. J'ai du monde qui arrive sur le marché du travail, j'ai des chômeurs dormants, et en même temps, il faudrait que j'ai un modèle économique qui produise beaucoup d'activités, et j'ai besoin de bras et de têtes. Pour pouvoir faciliter, c'est une problématique qui est multifacette. La première, c'est celle de l'environnement du travail. D'accord ? Et donc, on a vraiment besoin d'avoir aujourd'hui, pour pouvoir encourager l'embauche, encourager la création d'emplois, il faut déjà avoir une législation du travail. Du travail plus souple, plus flexible. Beaucoup plus flexible, et c'est ce qu'on avait un peu appelé ça la flexi-sécurité, c'est-à-dire quelque chose qui puisse permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir créer de l'emploi. Parce que recruter facilement, en fait. Bien sûr, pour pouvoir recruter facilement, mais en même temps, non pas licencier facilement, mais avoir la flexibilité, avoir d'autres modalités, d'autres conditions, d'autres formes qui peuvent générer de l'emploi, mais qui nous permettent d'avoir de la flexibilité quand on est patron d'entreprise, qu'on a des pics d'activité, ou comme on peut avoir aussi des baisses d'activité. Or, aujourd'hui, on est dans un environnement du travail qui est complètement rigide et sclérosé. Donc ça, c'est une réalité. Donc il y a ce point de départ. Le deuxième point de départ aussi dont on a besoin, c'est la qualité des ressources qui arrivent chaque année par millions sur le marché de l'emploi. Et vous savez très bien que le taux de reconversion ou le taux d'employabilité de toutes les ressources est infiniment petit, et c'est une catastrophe pour notre pays. Et ça amène véritablement à se questionner. Et là, je reviens volontairement sur ce sujet de la formation, de l'employabilité des jeunes, etc., sur la qualité de l'éducation, de la formation continue. Enfin, on a un tel gap aujourd'hui. Quand je vous disais tout à l'heure que les limites sont poussées, et qu'il faut vraiment des solutions et des mesures, non pas des solutions, parce que la notion de solution, c'est comme si on allait parler avec des baguettes magiques, mais des mesures drastiques à un moment donné, radicales, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir générer autre chose. Justement, sur la formation professionnelle, je disais en préambule que ça figurait dans votre programme, lorsque vous étiez en campagne pour la présidence de la CGM, formation professionnelle, développer la formation professionnelle, mais que ce soit à la charge de l'entreprise. C'est quelque chose qui était mentionné et défendu par Hakim Marakchi à l'époque. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des propositions qui vont être faites aux souverains. Il y a plusieurs choses. Déjà, à travers les partenariats publics-privés, il peut y avoir des choses assez intéressantes. Donc, moi, avec un peu de recul, je dirais que ce n'est pas que de l'ordre et que du ressort ou à la charge de l'entreprise. Par contre, il peut y avoir des solutions et des alternatives intéressantes à travers les partenariats publics-privés. Les passerelles. Enfin, on ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire on État demande CGM, juste... État CGM, entreprise, et puis État CGM, université, entreprise. Quand on dit qu'on a un gap entre les besoins qui sont exprimés par les entreprises et la qualité des ressources qui sont disponibles, on a besoin de créer, par exemple, un cadre, tout simplement, à la formation en alternance. On n'a rien. On n'a rien aujourd'hui. Donc, si ce n'est pas l'initiative du chef d'entreprise qui essaye de monter un partenariat avec un recteur d'université. Je crois que l'aéronautique l'a fait, ça. L'aéronautique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un travail formidable, et le secteur automobile également. Ils ont internalisé. Donc, effectivement, c'est le secteur privé qui a pris en main. Donc là, pour l'aéronautique, le GIMAS a créé l'école de leur institut de formation sur les métiers de l'aéronautique. C'est une excellente chose. Donc, pourquoi pas, si l'État où les institutions publiques ne sont pas en mesure d'adresser les besoins en formation des entreprises, laissons le secteur public, le secteur privé le faire. Je crois que ce qui est d'actualité, c'est de remobiliser, j'ai envie de dire, et de remoderniser ou retransformer l'OFPTT, qui pourrait jouer ce rôle-là, qui a été repositionné. Sérieusement, il y a une directrice générale à la tête de l'OFPPT, dont on espère, pas directement, mais vous savez, les femmes dans le milieu économique, on se connaît quelque part. Apparemment, elle est en première ligne, et puis l'OFPTT devrait être on a peu de femmes à la tête d'entreprise, que ce soit public ou privé. C'est vrai. Peu. Donc vous saluez aussi le fait que la directrice générale de l'OFPTT soit une femme avant tout. Oui. Avant même sa compétence, ou pas? Les deux. Les deux. C'est pour ça que je regrette des fois que dans certaines instances, qu'on ne voit pas suffisamment de femmes ou qu'il n'y ait pas suffisamment de parité. Mais je discutais tout à l'heure avec un chef d'entreprise qui me disait, moi, dans mon COMEX, je veux avoir sur telle et telle fonction des femmes à la tête de ces fonctions-là, parce qu'elles vont aborder le sujet différemment, avec une forme de rigueur. Et je pense que c'est une jeune femme, les échos que j'ai, une jeune femme jeune, dynamique et qui en veut. Donc il faut espérer juste qu'on change un peu de paradigme. Mais comme vous pouvez vous en douter, derrière ce sujet, il y a des enjeux économiques importants. La formation ?
professionnel. Absolument. Économique important pour qui? Pour l'ensemble des parties. Pour certains opérateurs, certains acteurs. Bien sûr, bien sûr. C'est une manne financière aussi. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est encore une fois, ce sont des sujets qui ne sont pas nouveaux, qu'on voit venir, sur lesquels on se bat. Et à la CGM, on s'est vraiment battu sur ces sujets-là, des contrats spéciaux de formation. Ça n'avait pas trop marché, ça. Du tout. C'était une catastrophe, pour ne pas dire une catastrophe. Du tout. Pourquoi ça n'a pas marché, les contrats spéciaux de formation? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que je pense que... il y a une véritable... Est-ce qu'on avait vraiment envie de revoir et de repenser le rôle de l'OFPPT? Voilà. Est-ce qu'on avait vraiment envie? Et parce que l'Office s'est retrouvé à dispenser de la formation continue, mais aussi à devoir gérer et suivre les budgets des contrats spéciaux de formation, ce qui est une hérésie à mon sens. Faire du volume, du quantitatif, et n'a jamais, au détriment du qualitatif. Exact, il y a des mesures qui ont été prises où à un moment donné, on campe sur ses positions, sur ses périmètres, et on essaye de préserver avant tout ces territoires et ces périmètres, alors qu'entre-temps, il y a des entreprises... Est-ce que vous ne pensez pas que ça va bouger, ça? Le souverain en a fait part, a donné un deadline. Je pense. Voilà. Donc là, du coup, en tout cas, je suis optimiste par rapport à ça. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous me disiez, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Non, je reste optimiste et fondamentalement optimiste sur un certain nombre de sujets. Maintenant, on demande à voir concrètement, et il y a urgence à agir. Urgence. Urgence. Oh. Il faut y aller, absolument. Absolument. Parce que tout ça, est-ce que ça a un impact aussi sur le renchérissement du coût du travail? Parce qu'on dit qu'on a un coût du travail aussi extrêmement élevé, parce qu'on va tirer de l'investissement, on veut développer des activités, changer de modèle, et que si effectivement on a une compétence qui est rare, du coup la rareté fait le coût, et qu'il y a aussi un positionnement important du Maroc aussi à gagner avec en maîtrisant beaucoup mieux le coût du travail. Au contraire, aujourd'hui, si on arrive, bien éduqué. Alors, aujourd'hui, la ressource de compétente et de qualité est chère. Aujourd'hui. Au contraire, si on arrive à débloquer la problématique de la formation des jeunes et de l'employabilité des jeunes, au contraire, logiquement... Un outil de compétitivité. Bien sûr, ce sera un outil de compétitivité. Je ne pense pas qu'il pèse davantage sur les salaires, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est cristallisée. Et vous discutez avec des patrons à l'étranger, ils vous disent sur certains types de profils, les niveaux de rémunération qui sont aujourd'hui pratiqués au Maroc sont parfois de même niveau que ce que vous trouvez sur le marché parisien, ce qui est un non-sens. Alors, mahsak sur les populations à volume au niveau industriel, où ça pèse réellement, où on a besoin, où les patrons ont besoin de... Le travail minuté, c'est sûr. extrêmement important. Mais ça veut dire que le chantier, en fait, il a une dimension politique. Une dimension économique, quand je dis politique au sens noble du terme, parce que je pense que d'ailleurs dans le dernier discours du souverain, il a appelé les politiques à faire preuve de sens de responsabilité, d'être sérieux, d'être des hommes d'État, responsables, et tout ce qui est bagarre entre j'ai la barbe, j'ai pas la barbe, je suis rasé de près, on s'en fout. Les enjeux sont ailleurs, les priorités sont ailleurs. J'ai la chance de ne pas me poser cette question. Oui. En tout cas, les enjeux sont ailleurs. Ceci dit, je m'en pose d'autres. D'autres également. Mais voilà, les enjeux sont ailleurs. Au-delà des idéologies, il faut se mettre à travailler. Il faut se mettre à bosser. Parce que je vous dis, il y a urgence. Oui. Il y a véritablement urgence. Aujourd'hui, les entreprises qui mettent la clé sous le paillasson, elles se comptent par dizaines, par centaines chaque année, et puis le chiffre ne s'améliore pas. Les entreprises qui sont de plus en plus dans des situations précaires à cause des délais de paiement et du non-respect des engagements de l'État vis-à-vis des entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement critique. Et puis ensuite, vous venez effectivement vous rajouter à cela. Donc il y a des problématiques fondamentales à résoudre. Et puis ensuite, il y a la problématique effectivement de jeunes, de la formation, de l'employabilité, qui viennent se rajouter, qui viennent davantage exacerber cette situation. Vous allez suivre de près les recommandations qui vont être remises au souverain sur la formation professionnelle? Il faut espérer. De très près? De très près, non. Non, parce que je ne suis pas acting ni opérationnelle au sein de la CGM aujourd'hui, mais bien sûr continuer à les suivre de près, puisque ce sont les sujets qui me préoccupent. Préoccupation en tant que femme, en tant que chef d'entreprise. Et en tant que chef d'entreprise aussi. Absolument. Mais vous êtes femme aussi avant d'être chef d'entreprise, vous êtes chef d'entreprise et après femme. Oui, mais ce n'est pas la préoccupation seule des femmes de se pencher sur les sujets de formation. C'est la préoccupation, je dirais, des patrons d'entreprise. Et sur le modèle développement, juste un dernier mot là-dessus. Alors avant de répondre sur le modèle développement, la préoccupation des femmes, si vous me posez la question en tant que femme chef d'entreprise, c'est plutôt celle de la gouvernance des entreprises. Plus de femmes? Mais c'est plus de femmes pour avoir plus de femmes ou c'est plus de parité et d'efficacité des instances de gouvernance.
C'est un véritable sujet, ça. Par contre, ça, c'est un autre sujet. On aura l'occasion de se revoir peut-être une autre fois. Bien sûr, avec pour plaisir. en débattre longuement, mais c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. Ça touche d'ailleurs quasiment tous les pays dans le monde, beaucoup de pays dans le monde en tout cas. Oui, certains ont progressé plus que d'autres. Ouais. Le Maroc, on y va timidement. Il y a une réforme du système éducatif. On va mettre le paquet sur la formation professionnelle. Ça ne peut que donner beaucoup. On va dire que dans la pyramide de Maslow, il y a effectivement des besoins fondamentaux sur lesquels il faut agir en priorité. Modèle développement, juste là-dessus. Pour vous, parce qu'apparemment c'est la deuxième urgence. 1, c'est la réforme du système éducatif, ça a été lancé. 2, la formation professionnelle, recommandations, suggestions doivent être remises dans les prochains jours au chef de l'État. 3, modèle développement. Modèle développement, l'opportunité que nous avons, c'est que notre souverain a mis l'accent et l'éclairage sur ce sujet-là et qu'on peut qu'espérer que tout le monde se mobilise pour un nouveau modèle de développement économique et social. Mais est-ce que les forces vives, ou pas d'ailleurs, ont compris l'enjeu ou les enjeux d'un changement de modèle de développement? Les forces vives, les gens, quand on parle de modèle de développement, qu'est-ce qui est sous-tendu par le changement de modèle de développement? Est-ce qu'il y a de la dimension sociale, une dimension sociétale, une dimension culturelle, une dimension culturelle aussi? Il y a beaucoup de choses. Je pense que tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure font référence et s'inscrivent dans ce nouveau modèle de développement économique et social. Maintenant, moi, je suis de nature quelqu'un de, comme je vous disais, d'optimiste, mais aussi de très pragmatique. Donc effectivement, tout le monde est mobilisé. Comme vous dites, les forces vives sont toutes mobilisées. Moi, je demande à voir. Et en disant forces vives, j'inclus Samen Hida, je m'y inclus moi aussi modestement. C'est-à-dire en considérant que toutes les forces vives sont c'est pas l'élite politique, c'est pas l'élite économique, c'est tout le monde. Parce que l'élite politique et l'élite économique nous ont menés dans le mur aussi. C'est un effort collectif, mais qui doit être drivé d'abord par certaines institutions. Et donc le monde économique, oui, on a besoin d'être drivé par une CGEM qui soit forte et qui drive efficacement ces sujets-là. Notamment. En tout cas, je reviens sur ma position, ce pourquoi je suis là aujourd'hui en tant que chef d'entreprise. Et donc vous allez suivre aussi les propositions qui vont émaner de la CGEM dans les prochains jours, parce qu'on m'a dit qu'il y a des propositions de la CGEM concernant le projet de loi de finances, parce qu'il n'y a pas eu de proposition. Et il y a des échanges, et puis il y a une discussion qui est prévue cet après-midi, qui est prévue avec le ministre. Oui, bien sûr. Vous avez été silencieux la CGEM jusqu'à présent sur ce projet de loi de finances, sur le modèle de développement. Disons qu'il y a des échanges qui sont faits, d'après ce que je comprends, même si je n'y suis pas. Encore une fois, je tiens à le rappeler, c'est important, qu'il y a des échanges qui sont menés régulièrement entre la CGEM, la Direction générale des impôts, le ministère des Finances. Donc il y a des échanges et des rencontres et des concertations, on peut espérer, qui sont menées. D'ailleurs, je crois savoir que si je vous dis que c'est la CGEM qui a, entre autres, j'ai bien dit entre autres, obtenu une avancée sur les délais de paiement et sur le remboursement de crédit TVA, vous dites oui ou non? Elle y a contribué. C'est pour ça que j'ai dit entre autres. Mais il y a un job qui a été fait par l'équipe de Saladin Mezouar pour dire voilà, la contribution de solidarité, ok, on va la faire passer. Mais en même temps, à bout avant ça, débloquer les délais de paiement et avancer sur le remboursement de crédit TVA. Ça fait partie des premiers sujets auxquels la CGEM a commencé à adresser. Un bon point pour Saladin Mezouar, remboursement de crédit TVA. Un bon point pour les équipes de la CGEM. Absolument. Oui, avec à leur tête le Saladin Mezouar, mais toutes les équipes. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est un travail collectif. Ce qu'il faut savoir, c'est que, connaissant suffisamment bien la CGEM de l'intérieur, c'est un véritable travail collectif. Et il y a des gens qui sont absolument formidables et qui font un travail formidable et engagé, comme Ahmed Rahou, comme Abdelkader Boukhres, comme M. Hadid, enfin des gens qui sont engagés. Donc c'est pour ça que je vous disais, moi je suis plutôt dans une approche et j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César et à ceux qui sont sur le front. C'est le fruit donc d'une approche et d'une dynamique collégiale. C'est le fruit d'un travail de front qui est mené par une équipe qui maîtrise bien certains de ces sujets-là, effectivement. Et qui est présidé par Saladin Mezouar. Et qui est présidé, bien sûr. On a un président à la CGEM qui est Saladin Mezouar. Vous le voyez aussi? Parce que vous m'avez dit que je prends le thé, je vois régulièrement Hakim Marrakchi, mais est-ce que Saladin Mezouar, vous le croyez? Non, je n'ai pas l'occasion de prendre le thé avec Saladin Mezouar. J'ai l'occasion de le voir au cadre des conseils d'administration de la CGEM. D'accord. Qui se tiennent une fois tous les fréquences? Écoutez, on en a eu un premier en juillet, un autre là en septembre, fin septembre, en octobre. Il n'y a pas une fréquence régulière, c'est en général tous les 3-4 mois. Très bien. Assia Benhida, merci à vous. Merci à vous de votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi pour d'avoir répondu vous avez répondu à toutes les questions.
Tenté. Même voilà. Non, vous avez répondu à toutes les questions. Puis peut-être quand je vous posais la question sur la CGM, peut-être qu'elle va pas vouloir. Si vous avez répondu. Je n'ai pas réponse à tout, mais je sais que je peux répondre répondre à certaines choses. Vous avez répondu. Écoutez, je vous ai répondu avec non pas du contenu, mais avec ma perception ou ma position sur les sujets. Avec authenticité et sincérité en tout cas. Et c'est le plus important. J'essaye. Merci en tout cas à vous. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci, à vous aussi.